Bonjour, je suis Juliette du think tank Connexion et donc aujourd'hui je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur pour lui poser une question pour rebondir à sa newsletter. Donc j'ai vu dans ta newsletter que Pierre Bélanger, fondateur et CEO du groupe Skyrock, a dit: aujourd'hui la société est gouvernée par la statistique, mais demain elle sera régie par les données. Je suis pas experte en IA, beaucoup moins que toi, mais les statistiques ne sont-elles pas impossibles sans les données? Est-ce que ça marche pas de pair dans tous les cas? Oui, merci Juliette, merci pour cette question encore. Donc voilà, Pierre Bélanger, il a écrit cet essai. En fait, ça découle d'une conférence qu'il a donnée au ministère des Armées. Et alors oui, on a l'impression qu'on joue un peu sur les mots, mais en fait, si je devais paraphraser, ce qu'on veut dire par statistique, ça veut dire ce sont en fait des moyennes qu'on fait sur la base de données, mais qui sont agrégées voilà, pour aboutir à des espèces de moyennes, encore une fois, qui sont représentatives dans les grandes lignes de différents phénomènes, mais qui vont pas refléter la singularité par exemple, de chacun des épiphénomènes qui sont ainsi résumés. Alors que ce qu'on entend par données, ça va être vraiment des données très précises qu'on a mesurées pour justement chaque épiphénomène ou des données que nous, on va générer dans nos vies dès qu'on va faire le moindre mouvement, dès qu'on va taper quoi que ce soit sur Internet, etc. Donc, une donnée, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être justement à un niveau très granularisé, d'où le titre de l'essai, la granularité, alors que les statistiques, c'est plus macro, on va dire, c'est plus pour avoir une vue d'ensemble, et c'est ce qu'on a longtemps fait, faute de mieux, en fait, faute de mieux. On a mesuré à la louche un certain nombre de phénomènes, et après, on a retraité ces informations voilà, pour obtenir des statistiques. Donc, voilà, là, il y a un jeu un peu sur les mots pour avoir ce sens de la formule. Mais justement, après, pour plonger un peu dans l'esprit de cet essai, l'idée, c'est que pendant longtemps, en fait, on ne pouvait pas faire remonter assez d'informations sur ce qui se passait dans le monde. Donc, on a fait ce qu'on avait. Et donc, on faisait en fait, justement, comme je disais, des espèces de moyennes dans notre observation de toute une série de phénomènes, que ce soit au niveau social, anthropologique, économique, dans les sciences et autres. C'était parce ce qu'on pouvait faire de mieux, en fait. Donc, on faisait avec ce qu'on avait. Et donc, ça nous amenait à catégoriser justement toute une série de phénomènes, à créer des catégories qui sont plus ou moins larges, voilà, des tiroirs qui n'étaient pas forcément aussi fins, aussi précis qu'on aurait aimé, mais c'est juste parce qu'en fait, on faisait ce qu'on avait. Hein. La technologie ne nous permettait pas de faire beaucoup mieux, donc on faisait comme ça. Et ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui existe à l'échelle de l'entreprise, même à l'échelle d'un État. Dans la gestion d'un État et de ses administrés, bon, on a besoin d'outils pour savoir ce qui se passe, pour administrer des politiques. Et pour cela, on a besoin d'informations et on ne peut pas avoir autant d'informations qu'on voudrait parce que c'est difficile à récolter. Donc, on fait au mieux, encore une fois, et donc on met les gens dans des catégories. Et voilà. Alors, ce qu'il explique, Pierre Bélanger, c'est qu'en fait, ce monde-là, il est en train de s'effondrer parce que, et peut-être pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire, à voir comment ça sera derrière déployé. Mais aujourd'hui, en fait, grâce à l'essor de la technologie, en tout genre, en fait, ça rejoint ce qu'on se disait pour une autre question, mais on a de plus en plus de capteurs qui captent de plus en plus d'informations. Et donc, on peut avoir de l'information qui va remonter de partout. Déjà parce qu'une bonne partie de nos vies maintenant est digitalisée. Donc, on laisse beaucoup plus de traces de nos vies quand on passe du temps en ligne que quand on passe du temps offline. Voilà. Alors, aussi parce qu'au-delà d'être sur son téléphone ou sur son ordi, on a aussi des objets connectés, des montres qui vont pouvoir mesurer toutes sortes d'indicateurs de santé d'ailleurs et autres. Aussi parce qu'en fait maintenant on a des caméras, de plus en plus de caméras dans les rues qui ont une bien meilleure résolution, donc on a encore plus d'informations qui remontent. On a aussi des satellites qui peuvent prendre des photos de ce qui se passe au sol bien plus fréquemment avec une résolution toujours meilleure. Et on a une surcouche d'intelligence pour faire sens de toutes ces informations, les trier. Par exemple, quelque chose de très simple, mais dans la surveillance vidéo, jusqu'à maintenant, on avait énormément d'enregistrements, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis, il fallait qu'un être humain regarde justement toutes les vidéos pour savoir s'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, l'IA peut digérer une vidéo et va pouvoir détecter si s'est passé quelque chose ou pas. On peut automatiser tout ça. Donc, en fait, on va pouvoir aller chercher l'information bien plus facilement dans toutes sortes de sources. Et ce qui n'était pas possible ou pas économique, pas rentable en fait jusque-là. Et donc ça veut dire que maintenant, on va pouvoir personnaliser beaucoup plus toutes sortes d'approches, que ce soit
pour ce qui est du service qu'une entreprise offre à un client, que ce soit pour ce qui est des services qu'offre un État à ses citoyens, on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. On ne va pas être obligé juste de se cantonner à de grandes catégories. Voilà, moi, je suis un homme de tel âge, tel cadre. Non, je vais pouvoir vraiment aller précisément offrir aux individus des solutions qui vont correspondre vraiment à ce dont ils ont besoin en évitant le gaspillage. Donc, typiquement, un autre exemple, c'est que dans les assurances, aujourd'hui, on va juste se contenter de savoir, tiens, est-ce que la personne, elle fume ou pas, quel est son body mass index, voilà, son sexe, son âge. On se contente souvent à ce genre de choses. Mais demain, si moi, je suis capable de fournir toutes les informations relatives à comment j'ai conduit jusque-là, par exemple, avec des capteurs dans ma voiture qui vont se rendre compte que je conduis très bien ma voiture, j'accélère juste ce qu'il faut, mais pas trop, je freine jamais brusquement, ma conduite, elle est tranquille et tout ça. Si toutes ces informations sont mesurées en fait pendant des années, bah, ça peut permettre à un assureur de me dire, bah, lui, clairement, sa conduite n'est pas risquée, donc on va lui faire payer une assurance moins chère. Donc, en fait, un des bénéfices potentiels, c'est de payer moins cher en fait, pour un certain nombre de services, parce que justement, on va pouvoir valoriser une bonne conduite qu'on a eue ou une bonne santé qu'on a eue. Alors avec le travers, à l'inverse, pour ceux qui ont eu une mauvaise santé jusque-là, bah, ils risquent de payer leur assurance plus cher. Ceux qui conduisent moins bien, ils vont avoir à payer une assurance plus chère. Alors un autre exemple, c'est que par exemple, si j'ai plein de preuves dans mes activités en ligne qui montrent que je suis quelqu'un digne de confiance, bah, peut-être que je peux avoir une espèce de score de confiance ou un score de réputation qui me permet d'accéder peut-être plus facilement à d'autres biens et services sans avoir affaire à autant de démarches que d'autres qui auront peut-être un score de confiance plus bas. Alors, toute la problématique de ça, c'est que comment on le met en place, qui le met en place. Parce que, par exemple, la Chine, elle est en train de mettre ça en place. Sauf que, comme ce n'est pas une démocratie, c'est un pouvoir autoritaire, dictatorial, il y a beaucoup de raisons d'être inquiets parce que c'est eux qui décident des règles du jeu et qui les appliquent. Donc, ils peuvent s'en servir pour mieux contrôler certaines populations, pour mieux discipliner leur population. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Quand ça se produit en Chine, il y a un côté futuristique, mais il y a un côté dystopique, ça fait peur. Alors que si c'était fait intelligemment dans des pays bien plus démocratiques, où il y a vraiment des mesures en place pour contrôler l'action de l'État et autres, on se dit que tiens, ça peut à l'inverse être plus bénéfique qu'autre chose. Mais voilà, cette granularité, c'est ce nouveau monde dans lequel on bascule, où parce qu'on a beaucoup plus de capteurs ici et là, installés dans nos vies, que ce soit dans le monde offline, dans la rue avec les caméras et autres, ou que ce soit sur Internet parce qu'on laisse des traces partout où on va, et parce qu'il y a plus d'intelligence, on va être capable de capter et de faire sens de notre activité bien mieux que jamais pour nous offrir des expériences personnalisées, que ce soit le fait d'entreprise, ou que ce soit le fait de l'État, ou que ce soit le fait d'autres organisations. Donc c'est très riche de promesses, mais ça comporte aussi des menaces. Tout va dépendre de comment c'est mis en place. Quels acteurs? Est-ce que ça va être des acteurs justement du monde de l'open source avec la cryptographie qui va protéger vraiment nos informations, nos données qui vont nous appartenir à nous et c'est nous qui déciderons à chaque fois, à chaque moment à qui on les confie et pour faire quoi? Sachant qu'on voit bien que c'est compliqué parce que par exemple en Europe il y a le GDPR, là, la RGPD. On s'aperçoit que c'est censé être en place pour nous protéger, nous, citoyens, mais on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde clique sans réfléchir parce que c'est trop chiant. Et donc, c'est ça les limites aussi de ces systèmes qui partent d'un bon sentiment, en fait. En Europe, justement, on en parle aussi une autre fois, mais en Europe, on essaie de légiférer pour contrôler ce qu'on peut faire avec l'IA ou pas. Le problème, c'est que si on a la main un peu trop lourde, on va freiner l'innovation, on va se compliquer la vie. Et avec les RGPD, c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde se retrouve à cliquer sans réfléchir sur ces fenêtres qui s'ouvrent, et on se demande à quoi ça sert. Donc, c'est du délire. Et donc, comment mettre en place comment dire, ces promesses qui s'annoncent riches et qui permettent de la personnalisation vraiment maximisée sans trébucher sur les écueils à prévoir, sans que ça se retourne contre nous. Et ça, c'est tout un enjeu. Donc, Pierre Bélanger parle d'un nouveau contrat social. Il va falloir tisser entre les différents acteurs de la société. Donc, je pense qu'il fait un vrai constat sur ces promesses technologiques
Et sur le chantier qui se trouve face à nous, maintenant, il y a des raisons d'être un peu inquiet parce qu'on sait que ça va être très compliqué avec les États de se mettre d'accord pour le faire bien, sans que ça soit trop contraignant non plus, comme on le voit avec la RGPD, tout en nous protégeant. Ça va être très difficile, il va falloir que le politique s'en mêle. On sait que le politique est très lent. On a quelque part effectivement pas envie de laisser la main libre aux acteurs du privé, et encore moins peut-être aux acteurs américains, et encore moins des acteurs peut-être chinois, je ne sais pas. Donc, sachant que ce sont ces organisations privées, ce sont des organisations qui sont capables d'avancer très vite, d'innover très vite. Comment faire face à un pouvoir petit qui, lui, est toujours en train de retard? Est-ce qu'on risque pas d'arriver à commettre l'irréparable d'ici à ce qu'on soit doté des défenses nécessaires? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on va être dans un monde où on va pouvoir profiter d'expériences de plus en plus personnalisées, pour le pire comme pour le meilleur, mais en tout cas, les opportunités sont bien là. Ok, ouais, ben, écoute, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Merci Thomas Yes, pour la réponse. ouais, je t'en prie.